Roland Le Houcq, c'est un petit jeune très timide. Il va falloir être très gentil avec lui. Il commence à peine. Il vient de soutenir sa thèse. Et c'est la première intervention, la première conférence qu'il fait de toute sa carrière. Et donc, ce que je vous demande, c'est vraiment de faire preuve de bienveillance. Et peut-être qu'il va se répéter, peut-être qu'il va parler trop vite, mais soyez gentils parce que c'est son premier grand festival. Roland Le Houcq, c'est 12 millions de vues YouTube. Il a plus de couleurs, il a plus de vues qu'il n'y a de couleurs dans le spectre. Et quand même pour le présenter, puisqu'il va parler de la couleur dans tous ses états, juste quelques mots, quelques couleurs fondamentales qui vous aideront à le comprendre. Rouge, c'est la couleur de Roland Le Houcq quand il est en colère. Contre, par exemple, les déprédations écologiques, contre le gaspillage de l'énergie. Vert, c'est la couleur que vous aurez tous quand il aura fini sa conférence, vous allez être vert. Voilà. De tout ce qu'il va vous apprendre. Noir, c'est la couleur du tableau qu'il aime bien remplir avec sa craie blanche. Jaune, c'est la présence solaire et la bienveillance qu'il développe dans ses conférences. Et bleu, la limpidité et la clarté de son esprit et de ses démonstrations. Je vous le laisse. Hugo. Eh bien, Hugo, merci pour cette introduction. C'est moi qui me chargerai de la réponse pour introduire Hugo tout à l'heure, qui va intervenir enfin. Faut que je réfléchisse, parce que là, il a mis la barre haut. Alors, on va essayer d'être aussi précis que les mathématiciens. C'est pas sûr, parce que j'ai tendance à être bavard, et qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la couleur en physique. Alors, on va voir en fait que la couleur en physique n'est pas une propriété des objets, mais la façon dont on aborde la question des couleurs en physique. Alors là, j'ai commencé déjà par un joli tableau pompé sur Internet, enfin une image que j'ai trouvée, que je trouvais sympathique. Je dis bien, je parlerai de physique des couleurs, parce que, comme je le fais quand j'interviens au marathon, je vais essayer, la gageure, c'est de citer toutes les conférences qui vont suivre. De les citer pour dire, faut être là. Enfin, je vous connais, hein, au marathon, on sait que les gens, ils sont tous là du début à la fin, ou énormément de personnes présentes au début sont là à la fin. Et donc, Bernard Mette, on va commencer par lui, va vous parler de l'histoire de la physique des couleurs, un peu plus tard, tout à l'heure, à 21h, dans une conférence plus tardive. Il faudra être là à 21h, attention. L'histoire de la physique. Moi, je parle de comment ça marche. Alors, comment ça marche ? Ben, ça marche déjà, Newton. Alors, moi, je vais brosser à grands traits, Bernard, tu sautes pas trop en l'air, hein. Moi, je fais des grandes étapes. Et je n'ai pas parlé d'histoire, mais quand même Newton et son prisme qui décompose la lumière blanche, la lumière du soleil, qui la décompose en couleurs. Et en fait, réalisant que finalement la couleur, c'est peut-être une sensation de nos yeux, parce qu'on a pu ensuite, comprenant que la lumière est une onde électromagnétique, on a pu associer à une onde une qualité physique et sa longueur d'onde, la distance qui sépare, disons, de maximum de l'oscillation, quelle que soit cette oscillation, et qu'on a pu associer aux couleurs du spectre lumineux de Newton, disons, ou de l'arc-en-ciel, on a pu associer une longueur d'onde. À chaque longueur d'onde, on peut associer une couleur, mais à chaque couleur, on ne peut pas forcément associer une longueur d'onde. C'est là où, la réciproque n'étant pas vraie, les physiciens disent « bon, ok, les couleurs, c'est bon, on dégage, et maintenant on parle de longueur d'onde ». Parce que pour le vert, par exemple, il y a la couleur verte du spectre électromagnétique, dans la gamme des quelque chose comme 530, 540 nanomètres, milliardième de mètre, et que cette couleur verte, elle peut être obtenue à nos yeux de 1000 autres façons que par la couleur monochromatique, une seule couleur, une seule longueur d'onde. Elle peut être obtenue d'autres façons, par exemple en mélangeant, si on le fait à la peinture, en mélangeant du bleu et du jaune, ça doit faire du vert ou quelque chose qui ressemble à du vert, et pourtant c'est pas monochromatique, enfin ça ne ressemble pas au vert de l'arc-en-ciel, et on ne peut pas lui attribuer une longueur d'onde unique. Donc en physique, il y a d'emblée ce problème de la couleur, c'est une sensation qui vient de la façon dont nos yeux d'humains et notre cerveau d'humain interprètent nos yeux, transcrivent le phénomène lumineux, l'onde électromagnétique qui pénètre dans notre œil, est transcrite par tout un processus dans notre œil, comme un signal électrique qui atteint notre cerveau, qui dit « je vois », et ensuite les mots, et selon les langues, on attribue des mots pour désigner les couleurs. Donc
la couleur est donc une sensation, ce n'est pas une propriété d'un objet, il n'y a pas d'objet bleu, il y a des objets qu'on voit bleus. Et on les voit bleus, pourquoi on les voit bleus? Et c'est toute la question pour comprendre l'origine des couleurs, il va falloir commencer par classer les sources de lumière. Et les sources de lumière, en voici une, alors dessinée avec un petit logo canonique, qui peut être le soleil, qui peut être ces ampoules qui nous éclairent, l'écran de l'ordinateur. Et cette source de lumière émet des ondes lumineuses, disons dans toutes les directions, en tout cas une partie pénètre dans votre œil. Et cette lumière, elle est émise avec plein de composantes en longueur d'onde. Je vais plutôt m'intéresser à la lumière que nos yeux sont capables de voir, mais il y a des ondes électromagnétiques que nos yeux ne voient pas, l'infrarouge, l'ultraviolet, les rayons gamma, les ondes millimétriques, enfin, les ondes radio, plein de choses que nos yeux ne voient pas, et qui méritent aussi le nom de lumière en physique. Et donc, elle arrive dans notre œil. Notre œil a ce qu'on appelle une réponse spectrale, c'est-à-dire que notre œil, il va ressentir plus ou moins ces ondes électromagnétiques qui lui arrivent dessus. Si c'était que de la lumière infrarouge, il ressentirait zéro, donc il ne verrait rien, il serait complètement aveugle à cette source de lumière qui l'éclaire. Une réponse spectrale qui va être différente et qui est fondée sur la façon dont fonctionne notre œil. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est une conférence en soi. Et cette réponse spectrale, essentiellement, elle est fixée par le fait que les couleurs sont définies par trois récepteurs, enfin un récepteur qui a trois déclinaisons, qui sont les cônes, et qui sont sensibles dans notre rétine à différentes gammes de couleurs. Et ensuite, il y a notre cerveau qui interprète ce qu'il voit et qui dit « Ah, je vois, et c'est bleu, c'est vert ou c'est marron ». Et donc ça, une source primaire, c'est une source qui va émettre sa propre lumière spontanément. Et il y a deux catégories de sources de lumière, les sources incandescentes et les sources luminescentes. Et dans les sources luminescentes, il y a tout ça. On va voir tout ça, des exemples de tout ça. Et puis, la source primaire, le soleil, l'ampoule, peut éclairer un objet, pareil, avec la même gamme en lumière, le même spectre, on appelle scientifique le spectre, va éclairer une pomme qu'on va voir verte. Et on la voit verte essentiellement parce que ce qu'on voit, ce n'est pas la lumière qu'émet la pomme, c'est la lumière de la source primaire renvoyée par la pomme, qui a frappé la pomme d'abord et qui ensuite est venue dans mon œil, et que cette lumière a pu être modifiée par l'interaction avec la matière de la pomme, par exemple. Et il y a toujours la réponse spectrale de l'œil, il y a toujours mon cerveau d'ailleurs qui voit des choses, mais la question qu'on peut se poser, c'est si cette pomme était éclairée par une autre source de lumière que, mettons, la lumière solaire, apparaîtrait-elle verte? La réponse est peut-être non. En particulier, vous avez peut-être déjà dû constater, dans des tunnels autoroutiers, par exemple, c'est très, très commun, les lumières orange, dites à vapeur de sodium, qui sont dans les tunnels autoroutiers, les couleurs de l'habitacle de la voiture apparaissent très curieusement différentes. Ce qui était sombre reste sombre, mais des choses qui pouvaient être plus claires, plus bleues, par exemple, apparaissent très sombres, très marronasses, très sombres. Alors que c'est le même objet, mais éclairé par une source différente. Et là, il y a encore tout un tas de processus d'interaction entre la lumière et l'objet, et la lumière renvoyée, je vais dire renvoyée, ça simplifie un peu, mais dire renvoyée par l'objet, eh bien, peut se retrouver modifiée, et puis mon œil, pareil, travaille, fait sa réponse spectrale, mon cerveau dit je vois, et j'attribue une sensation colorée à l'objet, à la source secondaire que je vois. Et donc maintenant, on va regarder les sources primaires, puis les sources secondaires, et voir un peu le genre de phénomène lumineux que cela produit. Alors, les sources primaires de lumière, on a dit incandescence et luminescence. Incandescence, c'est la propriété d'un objet chauffé suffisamment pour émettre de la lumière visible à nos yeux, mais en fait, tout objet émet de la lumière. En dépit des apparences, dans cette salle, vous émettez de la lumière, vous êtes des lumières. C'est normal, on est à Florence, donc le public est quand même un public de haut niveau, de bon niveau. Vous êtes des lumières, mais vu vos températures assez modestes, 37 degrés Celsius en température interne, sans doute un peu moins en surface, vous êtes des émetteurs de lumière, des sources primaires de lumière, mais dans une gamme de longueur d'onde, invisible à nos yeux, à mes yeux en tout cas, et aux vôtres aussi, qui est l'infrarouge. En revanche, je vous vois comme des sources secondaires. Vous êtes éclairés par la lumière qui vient du plafond, qui vous éclaire, qui diffuse sur vos corps, et puis je vous vois avec les couleurs et les sensations colorées que cela procure. L'incandescence, ça devient un objet suffisamment chaud, devient lumineux à mes yeux d'humain. Et puis, donc, c'est
quelque chose qui est l'émission par un corps chauffé, alors parce qu'on fait référence à nos yeux, mais en fait, n'importe quel corps émet de la lumière, mais tous les corps n'émettent pas, il faut qu'ils soient suffisamment chauds pour émettre de la lumière visible à nos yeux d'humains. Et puis, il y a on appelle ça la lumière chaude, les sources chaudes, c'est quelque chose, si on le touche, on se brûle. Et lumière froide, bioluminescence, là je mets tout un tas d'êtres des abysses, bioluminescents, luminescents, qui émettent une lumière, on va dire, froide, sans chaleur qui va avec. C'est un autre protocole, un autre processus qui émet cette lumière, on va y revenir. Alors d'abord l'incandescence, avec un autre exemple, cette très belle photo que j'ai trouvée sur Internet aussi, une éruption volcanique prise par un Björg Steinbeck, alors je ne sais pas quelle est sa nationalité, mais enfin des éruptions volcaniques en Islande toujours très spectaculaires. Voilà, c'est de la roche liquide, chaude. D'ailleurs, Pierre Thomas, je vais le reciter une autre fois, va nous parler tout à l'heure des couleurs des minéraux. Et peut-être évoquera-t-il la couleur de la roche et de la roche liquide, elle n'est pas simplement solide. Alors, cette incandescence, elle fait partie d'un domaine de physique qu'on appelle le rayonnement du corps noir, avec un nom assez, on a l'impression assez mal choisi, vous allez voir pourquoi elle a été choisie, un corps chaud rayonne de la lumière, et s'il est assez chaud, il rayonne de la lumière visible. On peut même, pour les forgerons, à la couleur, ils travaillent à l'aspect lumineux. Alors cette échelle-là, elle est probablement assez, simplifiée, peut-être même simpliste pour un forgeron. Ça donne une idée que les corps à 500 degrés Celsius, ils apparaissent une espèce de rouge foncé, alors qu'à vers 1000 degrés, 1300, ils sont chauffés à blanc. On les voit blancs, et puis il y a des gammes intermédiaires dans le jaune, l'orange, le rouge plus ou moins profond. Et le forgeron habile ou la forgeronne habile regarde l'objet chaud, et par sa couleur, il sait reconnaître une idée de la température. C'est le bon moment pour forger, ou pour tremper, ou pour faire je sais quelle opération de forge. Et un monsieur qui s'appelle Kirchhoff avait constaté qu'il y a une fonction, il y aura quelques formules, on est à Florence, donc on n'est pas là pour rigoler. La physique, c'est dur. Oui, ça ne rigole pas la physique. De temps en temps. Et que cette fonction source, c'est quoi cette fonction source ? Est indépendante du corps. La fonction source, c'est quoi ? C'est la façon dont un corps émet de la lumière quand il est chauffé. Il l'émet en fonction de différentes longueurs d'onde. Et puis la façon dont il absorbe la lumière, parce qu'après tout, le morceau de métal qui n'est pas chauffé, lui, il a une couleur aussi, je le regarde, il est sombre. Pourquoi est-il sombre ? Dans un cas, à gauche, brillant, c'est une source primaire. Dans l'autre cas, à droite, froid, disons, appelons-le froid, c'est une source secondaire, qui diffuse, qui renvoie la lumière, qui le frappe, la lumière du soleil, par exemple. Et dans les deux cas, ils ont une couleur différente. Eh bien, la façon dont un corps émet de la lumière et la façon dont un corps absorbe de la lumière, le rapport entre ces deux fonctions était la même pour tous les corps. Voilà la loi de Kirchhoff. Et que ça permet de définir un corps qu'on appellerait noir, un corps qui serait parfaitement absorbant, noir, et qui serait aussi du coup parfaitement émetteur. Il émettrait parfaitement parce qu'il absorbe parfaitement et que le rapport des deux est le même pour tout le monde, pour tous les corps. Et de cette hypothèse du corps noir, de ce modèle du corps noir pour décrire le rayonnement, l'incandescence des corps, eh bien, des lois ont été tirées, de lois que je cite, la loi de Stéphan, la loi de Wien, qui nous explique que plus un corps est chaud, plus il rayonnera beaucoup de lumière, la quantité sera importante, d'autant plus importante qu'il est chaud, et 2 fois plus chaud, 16 fois plus lumineux, ça varie comme la puissance 4e de la température, et que de l'autre côté, plus un corps est chaud, plus il émet, je mets dans le bleu, ça veut dire vers les courtes longueurs d'onde. Plus un corps est chaud, plus il y aura de bleu, on le constate. Si on prend un métal porté au feu, à quelques centaines de degrés, à 500, 600 degrés, il est plutôt rouge. Dès que la température monte, on le voit, il ne devient pas bleu, mais on le voit blanc. Pourquoi ? Parce que le mélange de toutes les couleurs, à nos yeux, apparaît blanc. C'est la fameuse expérience de Newton, de décomposition du spectre lumineux du Soleil pour montrer les différentes couleurs. Eh bien, le spectre de la lumière du corps chauffé s'enrichit petit à petit en des longueurs d'onde de plus en plus courtes, du vert, puis du bleu, du violet, éventuellement au-delà, si on le chauffait vraiment très intensément, et que le mélange des couleurs nous fait apparaître le corps comme blanc, plutôt une couleur blanche. Alors, les spectres d'émission, les voilà. Horizontalement, la longueur d'onde du corps, le spectre, c'est-à-dire la distribution de l'énergie lumineuse en fonction de la longueur d'onde. Verticalement, combien le corps en émet. Horizontalement,
en fonction de la longueur d'onde, avec différentes températures exprimées en Kelvin, avec des milliers de degrés. Donc voilà la forme des courbes. On voit bien les deux lois en question. La première, ah oui, là j'ai positionné les maxima. Donc la courbe passe par un maximum et diminue. Donc à gauche, on a l'ultraviolet, les rayons X, les rayons gamma. À droite, au milieu, alors je ne l'ai pas marqué là, ça doit apparaître. Voilà. On a le domaine visible et à droite, le rouge profond, l'infrarouge, et puis au-delà, le millimétrique, les ondes radio, etc. Et les deux lois que je remets avec les vraies formules pour vous montrer que la surface sous la courbe, c'est la quantité de lumière émise par le corps, et que vous voyez que la surface est d'autant plus grande que le corps est chaud. Et la position du maximum, l'endroit où la courbe a un maximum, le point noir, il est d'autant plus vers le bleu que le corps est chaud. Ces deux lois à retenir qui ont été extraordinairement utiles en astrophysique. Évidemment, je pense que Peter von Balmos nous en parlera quand il parlera des couleurs du ciel tout à l'heure, des couleurs de cosmos. Alors, quelle est la couleur d'un corps noir? C'est ça qui est bizarre, la couleur d'un corps noir. Le noir, il se fout de notre gueule. Non, un corps noir, c'est un corps qui absorbe parfaitement toutes les lumières, toutes les longueurs d'onde, et qui rayonne parfaitement dans toutes les longueurs d'onde. Et quand ce corps est porté à une certaine température, horizontalement, en quelques milliers de 1000 à 12 000 Kelvin, voilà la couleur qui apparaît à nos yeux. Il n'y a pas d'étoiles vertes. Les étoiles sont des corps noirs approximatifs. Il n'y a pas d'étoiles vertes, même si leur maximum de rayonnement, comme le Soleil, est dans le vert. Notre Soleil, dans son spectre électromagnétique, son maximum tombe dans le vert, il ne nous apparaît pas vert, parce qu'en même temps, il rayonne toutes les couleurs, toutes les longueurs d'onde, du rouge au bleu, en passant par le vert, et que la sensation pour le Soleil, elle est plutôt vers le blanc, à 6000 Kelvin, environ la température du Soleil, 5770 Kelvin. Alors on peut se poser, donc, plus le corps sera froid, moins il rayonnera en lumière visible, jusqu'à être invisible à nos yeux, enfin rayonner en tant que corps noir dans une lumière invisible à nos yeux, qui serait l'infrarouge. Et de l'autre côté, on pourrait monter la température. Hypothétiquement, le corps devient gazeux, il se passe plein de choses, mais si on fait monter cette température, 10 000, 100 000, 1 million, 10 millions, 1 milliard de Kelvin, c'est quoi la couleur du corps noir de température infinie? Eh bien la voilà. Voilà la couleur du corps noir de température infinie qui rayonne pratiquement toute son énergie très en dehors du spectre visible, invisible à nos yeux, mais toujours un tout petit bout, un tout petit quelque chose. Cette courbe qui monte et qui est très décalée vers les longueurs d'onde ultraviolettes, puis rayons X, rayons gamma, il y a un tout petit bout qui est dans la lumière visible, et ce tout petit bout, voilà la couleur qu'il aurait transcrite en système de coloriage, je veux dire le système RGB, pour que nos yeux puissent percevoir ce que ça donnerait. Donner la sensation qu'on aurait à voir un corps noir de température infinie. Deux exemples de corps noirs quand même. Le Soleil, je l'ai dit, le spectre réel du Soleil, c'est la partie jaune, jaune-orange, et en gris, l'approximation corps noir du spectre du Soleil. On voit que c'est presque parfaitement un corps noir, il y a des tas de raisons subtiles à dire ça. Donc, le Soleil, alors là l'image en dessous, elle est une couleur un peu pas terrible, il devrait apparaître blanc, mais j'ai gardé cette image qu'on y voit les taches solaires et l'assombrissement centre-bord, des choses qu'on pourrait discuter sur le Soleil. Et un deuxième corps noir intéressant, lui qui est un corps noir quasi parfait, c'est le fond diffus cosmologique. Et ce fond diffus cosmologique est un corps noir invisible à nos yeux, dont la température est de 2,728 Kelvin, et dont le satellite Planck a fait l'image, plutôt l'image des fluctuations de température de ce corps noir quasiment parfait, quasiment homogène à l'échelle du ciel, pas tout à fait homogène, à 10 puissance moins 5 près, un 100 millième près. Là, c'est pour faire référence, encore une fois, à la conférence de Peter von Balmos tout à l'heure sur les couleurs de l'espace, qui va me suivre d'ailleurs, qui sera juste après. Et entre les deux, il y a la Terre. Je vous laisse réfléchir à ça. Nous sommes entre deux sphères incandescentes, l'une à 6000 Kelvin, l'autre à 3 Kelvin, pour arrondir un peu les valeurs. Et nous sommes une planète où il y a de la vie entre deux sphères incandescentes, celle du Soleil et celle du fond diffus cosmologique. Je n'en dis pas plus. On peut en faire une conférence complète d'1 heure. La luminescence, l'émission de lumière froide. Avec cette très belle œuvre, l'alchimiste découvrant le phosphore. Alors j'ai mis cette belle œuvre parce que elle est jolie, parce qu'ensuite le phosphore est phosphorescent, luminescent, on va discuter de ça, et parce que mon ami et camarade de Jean-Noël Lafargue, lui, va intervenir sur la question des couleurs dans l'art, juste avant Hugo, tout à l'heure, à 22h. Et donc lui, il en parlera évidemment bien mieux que moi.
Alors comment ça marche la luminescence? Il y a un mécanisme physique derrière. Le mécanisme physique est le suivant. Vous avez un atome, ça pourrait être une molécule, un système qui a des niveaux d'énergie différents. Vous savez que dans les atomes ou les molécules, mais dans les atomes en particulier, les électrons peuvent avoir différents niveaux d'énergie et qu'en excitant, on peut exciter cet électron sous l'influence de quelque chose, par exemple de la lumière. Ça pourrait être d'autres choses. On envoie de la lumière, ça fait changer le niveau d'énergie. C'est un niveau qui n'est pas le niveau fondamental, qui n'est pas le niveau d'équilibre, qui n'est pas le niveau standard. Et donc, spontanément, l'atome se désexcite. Et en se désexcitant, l'électron, en retombant dans le niveau inférieur, émet de la lumière. L'excitation a été lumineuse, elle aurait pu être d'autre nature. Et la lumière émise, la fréquence émise, qui est liée à la longueur d'onde, bien entendu, la fréquence est l'inverse de la longueur d'onde, à des facteurs près, eh bien, c'est la différence des niveaux d'énergie. Donc vous avez un système microscopique, donc un atome, une molécule, vous excitez ce système, il monte dans le niveau excité, et en retombant, il émet de la lumière, à une fréquence ou une longueur d'onde particulière qui dépend de l'écart entre les 10 niveaux. Et voilà, vous pouvez exciter de toutes ces façons à gauche, et ça fait tous ces types de luminescence. Vous pouvez exciter par la lumière, ça s'appelle la photoluminescence. Vous pouvez exciter par la chimie, ça s'appelle la chimiluminescence. De la chimie qui vient d'être biologique, de réactions biochimiques, c'est la bioluminescence. Par des rayonnements ionisants, des particules de haute énergie, la radioluminescence, la cathodo, etc. On ne va pas tous les évoquer, mais toutes ces façons-là permettent des fois d'exciter un atome ou une molécule, et la désexcitation émet de la lumière. Et alors parfois, quand c'est du frottement, on peut, par frottement ou par électroluminescence, vous avez déjà dû voir ça, par des champs électriques, parce que, je dis frottement, vous avez frotté un pull ou quelque chose, une polaire, et puis à la fin, ça fait un petit éclair, et donc de la lumière qui est générée par le fait que vous avez généré un champ électrique intense en accumulant des charges par frottement sur la polaire que vous portiez. Et bien sûr, la luminescence qui en résulte, eh bien, elle dépend de la nature de la matière. La couleur, donc la lumière, le spectre lumineux émis par la luminescence dépend de la matière qu'on a utilisée. Alors, quelques exemples de photoluminescence et de luminescence en général, pour vous montrer des choses curieuses. Une image que je tiens de mon camarade Daniel Suchet. Voilà, à gauche, à droite, regardez, ça, ce petit morceau qui est un arsenure d'indium-gallium qui est monté dans un petit bijou pour faire chic. Arsenure d'indium-gallium, c'est quand même la classe. Ça sert pour faire des panneaux photovoltaïques qui, d'habitude, convertissent la lumière du soleil en électricité, convertissent directement la lumière du soleil en électricité. Et le mécanisme qui fait cette chose-là, on peut l'utiliser pour que on ne produise pas d'électricité. Enfin, c'est ce qu'on veut faire avec un panneau photovoltaïque, mais on pourrait produire de la lumière. Et si on éclaire, la petite lumière verte qui est autour, c'est un laser vert qui éclaire le petit échantillon, et regardez, il est luminescent en rouge, qui traduit le fait que dedans, on a fait des changements d'énergie, des changements, des excitations à l'intérieur de l'échantillon, excitations qui d'habitude on veut les récupérer pour faire du courant électrique, mais là, on les récupère pour montrer qu'on peut rendre luminescent un panneau solaire photovoltaïque. Donc les panneaux solaires photovoltaïques, si vous les éclairez, ils font de la lumière. Ce n'est pas le but, mais ça marche. Et c'est même d'ailleurs utilisé pour tester leur qualité. Par photoluminescence, on peut comme ça tester la qualité des semi-conducteurs par photoluminescence. S'ils photoluminescent beaucoup, alors ils vont faire beaucoup ce qu'on veut leur faire faire, c'est du photovoltaïque, la conversion directe en électricité. Photoluminescence dans les minéraux, alors là c'est pour faire référence à la conférence de Pierre Thomas, qui nous parlera de la couleur des minéraux, mais Pierre, ne t'inquiète pas, je ne vais pas dévoiler tout. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'est l'adamite sur hémimorphite, je constate que ça a cette tête-là en lumière du jour, et quand on éclaire ça avec une lampe ultraviolette, donc une lampe qui envoie beaucoup de lumière ultraviolette, eh bien ça a cette tête-là, ça n'a rien à voir. Eh bien c'est parce que les molécules impliquées dans ces minéraux vont absorber la lumière ultraviolette, ça excite ces molécules dans un certain état, et puis elles ne retombent pas directement, elles peuvent cascader vers d'autres états internes, et cette cascade fait que ça rend la lumière visible à nos yeux. Mais on l'a éclairé avec de la lumière invisible à nos yeux. Et c'est ça un petit côté un peu magique. On a éclairé un échantillon avec une lumière invisible à nos yeux, l'ultraviolet, et on voit l'échantillon dans une lumière visible à nos yeux. Parce qu'on est monté, et puis il s'est passé un bricolage, on est tombé sur un niveau un peu en dessous, et puis de là, c'est retombé. Je le montre ici. Fluorescence, on monte, on redescend, mais le niveau d'énergie E2, il peut être éventuellement retombé vers un niveau un peu intermédiaire, appelons-le E2', un truc un peu en dessous,
Et de là, la lumière est émise à partir de ce niveau intermédiaire, des réorganisations internes. Et il y a même fluorescence. Quand on découvre le fluor, pas le fluor, le phosphore, on passe de phosphorescence plutôt, je parle de fluorescence, de phosphorescence. Et la phosphorescence, ben voilà, on peut passer par un niveau intermédiaire. Et la phosphorescence, c'est quand le niveau intermédiaire, il a une durée de vie. Ah oui, parce que ces niveaux, combien de temps ça reste, l'électron qui est monté dans l'état excité? On se dit, bah, il retombe. Oui, mais ça prend un certain temps, en général très bref, mais pas toujours. Parfois, le niveau d'énergie excitée peut avoir une durée de vie un peu longue. Et quand la durée de vie est un peu longue, eh bien, on éclaire, on a la luminescence, comme on l'a vu sur l'échantillon minéral tout à l'heure, puis on arrête d'éclairer, ben, c'est fini. Oui, mais il y a, vous savez, ces petits machins qu'on éclaire, et puis on arrête d'éclairer et ça brille encore le noir. On met ça dans la chambre des enfants pour avoir une sorte de petite veilleuse, comme ça ils sont contents, il fait des petites étoiles, alors des étoiles parce qu'on est à Florence, mais des petits animaux, des petites choses. Phosphorescence. Parce que il faut un certain temps pour que la désexcitation se fasse, et un temps qui est un peu long, quelques minutes, quelques dizaines de minutes, voire quelques heures, de sorte qu'on a l'impression que l'objet rayonne par lui-même, alors qu'il n'a fait qu'être excité par la source initiale, monter en énergie et redescendre plus lentement, éventuellement par un état intermédiaire. Oui, on cite quand même Francis Perrin, on peut difficilement sous-estimer la famille Perrin dans la physique française, et Francis en particulier. C'est lui qui a fait le premier, c'est pour ça que ce diagramme s'appelle le diagramme de Perrin-Jablonski. Il n'a pas été le seul, maintenant Jablonski a bossé aussi, mais distinguer la fluorescence de la phosphorescence par le paissage par un état intermédiaire, éventuellement un état intermédiaire qui est un peu long, qui dure un peu. Alors, l'efficacité de la fluorescence, elle se mesure en regardant quelle quantité de lumière j'ai émise versus combien j'en ai envoyé sur l'échantillon. Si j'en vois beaucoup, je ne reçois rien, bon, c'est la table, c'est pas très fluorescent. Si j'en vois beaucoup et que je reçois beaucoup, je dis, ah, c'est super, ça renvoie bien, ça a été efficacement excité par la source de lumière que j'ai utilisée, ou il se laisse facilement exciter, et ça me renvoie beaucoup de lumière. Et puis, il y a cette idée aussi de durée qui va distinguer fluorescence et phosphorescence. Alors, au quotidien, la fluorescence, vous savez tout ça, des trucs fluo, tous les trucs qu'on dit fluo. C'est de la fluorescence. Alors, un autre qui est moins connu, mais qui est très rigolo, vous pouvez le faire aussi. Alors, pour ça, il faut distinguer, il faut avoir d'abord une petite source, une petite lampe qui envoie beaucoup d'ultraviolet, ça existe, des petites lampes qui ont l'air un peu violettes. Alors, elles envoient du violet, mais aussi beaucoup d'ultraviolet. Et puis, vous éclairez du Schweppes. C'est très spectaculaire, hein. Quand vous voulez avoir chic et que vous êtes dans un bar, vous mettez les bouteilles de Schweppes là et vous mettez de la fameuse lumière noire. Pourquoi on dit lumière noire? C'est complètement con. Noir, c'est noir. Noir pour un physicien, c'est pas de lumière. Lumière, pas de lumière, ça veut dire lumière noire. Non, cette lumière noire, c'est... Qu'est-ce qui se passe? En fait, on a une lumière qu'on voit un peu quand même, qui est très sombre, qui n'éclaire rien. Enfin, on sent bien que ça ne va pas servir à éclairer la pièce, qui est très violette sombre éventuellement. Et cette lumière noire, elle est noire parce qu'on ne la voit pas beaucoup, elle émet beaucoup d'ultraviolet, mais elle peut éclairer des objets qui vont absorber cette lumière ultraviolette et qui vont être fluorescents, qui vont envoyer de la lumière que je vois. Et donc j'ai l'impression d'avoir un objet pas éclairé qui brille. Et il ne brille pas tout seul, il brille en tant que source secondaire, finalement, éclairée par la source primaire qui est la lumière noire. Alors ça sert dans les tubes cathodiques, dans les tubes électroluminescents. Il y a de l'électroluminescence, du mercure par exemple, qui, sous l'influence de décharges électriques, va rayonner beaucoup de lumière ultraviolette, ultraviolette, dans une gamme de longueur d'onde qui est dans les 200 nanomètres, quelque chose qui est donc vraiment vers le bleu et l'ultraviolet. Et puis, tout simplement, on va mettre une couche fluorescente dans le tube. Au lieu de rien mettre, la lumière noire, on met une couche fluorescente. Et puis, cette couche fluorescente, elle va absorber la lumière émise par les atomes de mercure excités à l'intérieur et elle va rayonner selon ce qu'on a mis dans la couche fluorescente. Alors là, il y a du terbium et de l'europium. Et puis, il y a quelques raies du mercure, du terbium et de l'europium. Et ces matériaux-là, ils rayonnent pour partie dans le bleu, dans le vert, dans le rouge. Rouge, vert, bleu, pour nous, en gros, ça fait blanc. Et vous avez un tube qui devient lumineux en lumière blanche parce qu'à l'intérieur, il y a une source excité par fluorescence, par électroluminescence plutôt, qui est du mercure. Alors au quotidien, ça va servir encore, cette histoire de lumière noire, enfin des trucs où il y a de la lumière quand il n'y en a pas. Ça va vous parler dans un instant. Vous n'avez pas constaté, enfin on peut le constater si on prend du coton ou du papier, même du coton brut.
une fois qu'on veut le tisser sans effet particulier, il n'est pas blanc, blanc, blanc. Pas blanc comme les t-shirts blancs que je vois là. Et il est un peu beige, clair. Et il y a un procédé, on veut blanc, c'est bien. Blanc, c'est propre. Blanc, c'est chouette. Ça se vend. Alors on veut blanc. C'est le truc marronasse, là, ça se vend. Alors on veut faire ce qu'on appelle de l'azurage. On veut rendre blanc le linge ou le papier. Le papier, il faut que ce soit blanc aussi, c'est pas un truc... On n'est plus au Moyen-Âge, là. On n'est plus sur des peaux de bêtes, là. Alors l'azurage chimique, azurage, ça veut dire rendre blanc, un truc qui n'était pas très blanc. L'azurage chimique, ça consiste à oxyder les molécules qui rendent le tissu ou le papier un peu beige clair, avec une teinte qui n'est pas parfaitement blanche. Ça, c'est l'azurage chimique. On casse les molécules qui donnent la couleur, parce que ces molécules-là sont éclairées, l'aspect vient du fait que c'est éclairé par le soleil et que ça donne cette couleur-là. Le résultat, là, c'est une source secondaire, et c'est ce résultat-là. Et puis il y a l'azurage optique. L'azurage optique, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute dans le tissu, ou dans la lessive, ou dans le papier, on ajoute une molécule, un azurant optique, qui va absorber l'ultraviolet de la lumière qui le frappe. La lumière solaire contient un peu d'ultraviolet, c'est d'ailleurs ce qui vous procure les coups de soleil quand vous exposez trop longuement au soleil, au midi solaire. Et cette lumière ultraviolet absorbée va faire fluorescer l'azurant, la molécule qui a été mise dedans, et cette molécule va rendre de la lumière bleue. Elle ne va pas rendre de l'ultraviolet, elle va rendre du bleu, et du coup, ça vous donnera le fameux plus blanc que blanc. Vous vous rappelez du sketch de Coluche? Blanc, je vois ce que c'est. Moins blanc que blanc, ça va être gris clair. Mais plus blanc que le blanc, qu'est-ce que c'est? C'est nouveau, ça vient de sortir. Ah bon? Et donc, les fameux plus blanc que le blanc, c'est ça. Et ben, c'est un des premiers azurants optiques, c'est la molécule qu'on appelle desculine, esculine. Et cette molécule, quand on l'éclaire en ultraviolet, elle brille, elle fluoresce. Elle est photoluminescente. Et là, c'est un bouchon de détergent moderne. Vous pouvez essayer ça, vous prenez votre détergent, ou même votre poudre à laver, et vous l'éclairez avec une lampe ultraviolette, mettez dans le sombre, comme ça vous n'êtes pas noyé dans la lumière ambiante, et vous allez voir, ça a une couleur spectaculaire. Vous pouvez regarder un livre moderne, vous l'éclairez en lumière ultraviolette dans la nuit, vous l'éclairez en lumière ultraviolette, les papiers, les pages sont, waouh, elles sont blanches, enfin ça brille. Et vous prenez un livre ancien, vous l'éclairez, rien. Ah oui, les livres anciens, ne mettez pas d'azurant optique pour faire chic, avoir un papier plus blanc que blanc. Ça marche bien avec le papier d'imprimante laser. Alors il y a aussi une autre luminescence, la chimie ou la bioluminescence, c'est de la chimie à chaque fois, dans un cas de la chimie-chimie, dans l'autre cas de la biochimie. Alors quelques exemples, la chimie-luminescence du gaz carbonique dans les flammes de gazinière, le butane ou le propane qui est brûlé, eh bien, ça produit du CO2 et la température va rendre le CO2, l'action de la réaction va rendre le CO2 luminescent, bleu. Il y a ces bâtons lumineux que vous connaissez tous. Alors là, il faut vous rappeler comment ça fonctionne, ces bâtons, vous avez déjà utilisé. C'est un petit machin souple en plastique, on casse. Dedans, il y avait une ampoule qui contient un oxydant. Autour, il y a un réducteur, il y a la réaction qui se fait. Et cette réaction-là, elle va exciter le résultat. La molécule produite sera excitée. Et celle-ci, elle va transférer son énergie à un colorant fluorescent. Et selon le colorant que vous avez mis, vous avez les couleurs que vous voulez, qui ne sont pas des couleurs monochromatiques, qui sont dans un spectre autour. Le rose, vous voyez, ça ne correspond pas à grand-chose, le rose, comme couleur monochromatique. Il n'y a pas rose dans le spectre lumineux du Soleil. Et le spectre émis nous donne une impression lumineuse de différentes couleurs. Et puis là, des lucioles. Là, c'est une oxydation par deux molécules, la luciférine et la luciférase, et ça produit cette lumière froide, encore une fois. Il n'y a pas de chaleur, c'est toujours étonnant. Ces petites sources de lumière, on les touche, elles sont froides au sens, on ne dégage pas de chaleur, ça brille, c'est doux, c'est sympa. On donne ça aux enfants pour ne pas avoir peur le soir dans la nuit. On leur donne quand ils veulent faire une tente avec leur drap, je fais ça avec mes enfants, faire une tente avec leur drap. Vous cassez ça, vous accrochez ça, et voilà, vous êtes dans l'espace là. Voilà. Et ça, c'est vraiment... Alors, il y a luminescence, plein, y compris dans la science-fiction. Dans Avatar, j'ai pas pu m'empêcher de mettre un peu de science-fiction dedans. Dans Avatar, des êtres bioluminescents, pour plein de raisons, de communication, de prédation, de chercher son partenaire sexuel, enfin plein de bonnes raisons d'être bioluminescents, de tout un tas de façons possibles, et tout un tas de couleurs possibles. Vous voyez, ces champignons, là, ils ont l'air un peu verdâtres, là, c'est plutôt blanc, bleuté, etc. Alors pour les sources secondaires de lumière, parce que je suis déjà à la bourre là, c'est ça, il me reste encore 27 planches, tout va bien. Diffusion de la lumière, alors la diffusion, là on a un système où on a
la lumière du soleil, ça éclaire deux trucs, les molécules de l'atmosphère et les nuages, et dans un cas c'est bleu, dans l'autre cas c'est blanc. Alors c'est quand même curieux. Alors c'est un processus de diffusion de Rayleigh, monsieur Rayleigh, diffusion de Mie, monsieur Mie, c'est le même procédure, c'est le même processus derrière. C'est de l'interaction de la lumière du soleil avec les molécules, ou avec les objets qui sont là, les molécules, les petites gouttelettes d'eau qui forment le nuage, de l'interaction, mais qui ne se produit pas de la même façon, qui a des conséquences différentes, parce que la taille des objets diffusants, la molécule dans le cadre de l'atmosphère, les toutes petites gouttelettes, très petites, mais quand même beaucoup plus grosses qu'une molécule, dans le cas de la diffusion de Mie, eh bien ça va changer complètement la façon dont la lumière est diffusée. Dans le bas, toute la lumière du soleil est diffusée indifféremment, et donc blanc, ça devient blanc. Et dans l'autre cas, là-haut, le bleu est beaucoup diffusé et pas le reste. Et donc, le bleu est beaucoup diffusé, le ciel est bleu. Donc, on voit cet effet. Alors, je montre cet effet-là. En fonction de la taille, ça, il faut regarder peut-être la courbe qui est là en bas à droite, ou en fonction horizontalement de la taille, l'efficacité de diffusion, on voit que la diffusion de Mie est très efficace, mais pour les grandes tailles, là on a 10 puissance 1, c'est 10, 100 fois la longueur d'onde, et à gauche, 1 ou 1/10 de fois la taille de la longueur d'onde. Quand les objets sont assez petits par rapport à la longueur d'onde de la lumière qui éclaire, alors on a plutôt une diffusion qui va être de plus en plus efficace quand l'objet est petit. Et ça donne ça, voilà le mélange de tout, de la diffusion de Mie sur la partie blanche, de la diffusion de Rayleigh sur la partie bleue, et le soleil rouge, c'est Rayleigh, mais là, les molécules diffusent dans tous les sens, et quand je regarde en dehors du soleil, je vois bleu, je vois la lumière diffusée, mais quand je regarde le soleil lui-même à travers une forte couche d'atmosphère, le bleu, il est parti sur les côtés, et il ne reste plus que le rouge, et je vois un soleil rouge. Bon, je dis ça grossièrement, que Luc Detwiller m'excuse, il va en dire mieux et plus longuement dans sa conférence tout à l'heure à 16h, c'est 16h je crois, les couleurs, c'est après moi, non, juste après moi, les couleurs de et dans l'atmosphère. Alors Luc, là-dessus, il est royal. Voilà, aussi avec un aérogel de silice, un petit échantillon, quelque chose qui pèse quelques grammes par mètre cube, des choses qui sont extrêmement légères, qui sont des molécules, juste des petites molécules de silice dispersées, solides, c'est un solide très friable, et on voit très bien, éclairé en lumière blanche sur le côté, plus on va vers le fond, ça devient de plus en plus rouge. Et là, le bleu part sur les côtés. Alors, source secondaire de lumière, c'est l'heure là, c'est ça ? 3 minutes, 5 minutes. Ah c'est parfait. 5 minutes pour 10 planches. Couleur par absorption, alors là c'est canonique, j'emprunte à Bernard Valeur des images dans son bouquin, mais je vous donnerai les références à la fin, remarquable livre de Bernard Valeur sur les questions des couleurs. On a un spectre lumineux qui envoie toutes les couleurs possibles, visibles à nos yeux, les couleurs, disons, de l'arc-en-ciel, et puis la pomme, il se trouve qu'elle contient des molécules qui absorbent plein de lumière, sauf une, le rouge. Et donc, quand je regarde la pomme, il ne reste plus que le rouge qui peut repartir, entre guillemets, qui peut être diffusé, et le reste non, la pomme est rouge. Mais si cette pomme, je l'éclaire avec une lumière entièrement jaune, type lampe à vapeur de sodium sous le tunnel, la pomme rouge, elle apparaît à rien, quoi. Ou jaune, je l'éclaire en jaune, et elle absorbe le jaune, donc elle est noire, elle apparaîtra un peu lumineuse, mais marronasse, pas belle, quoi. Vous comprenez pourquoi on éclaire les légumes de façon sophistiquée dans les supermarchés. Quand les tomates sont bien rouges dans les supermarchés, essayez d'imaginer la même tomate, la lumière éteinte. Pas la lumière d'ambiance, le machin qui est juste au-dessus que vous ne voyez pas. Les petites LED là, qui éclairent les tomates. Prenez la tomate et regardez-la à la lumière du soleil. Vous pourriez avoir des surprises. Alors voilà, il y a des molécules, c'est pareil pour les plantes vertes, c'est la chlorophylle, le carotène, l'oxyhémoglobine pour le rouge sang, il y en a plein, les bétaïnes, voilà. Il y a des molécules qui absorbent toute une gamme de longueurs d'onde, et quand je regarde l'objet, je ne vois plus que les longueurs d'onde pas absorbées, ce qui reste. Et ça me donne la couleur de l'objet qui va être différente en fonction de la source lumineuse qui l'éclaire. Alors je vais vous montrer, pour quand même raccourcir un tout petit peu, des couleurs qui résultent, on va le montrer comme ça, qui résultent d'un phénomène qu'on appelle diffraction et interférence. Diffraction, c'est l'idée qu'une onde lumineuse qui pénètre dans une fente, par exemple rectangulaire, elle ne va pas continuer tout droit, elle va se répandre un peu sur les côtés. C'est ce que l'on voit au-dessus. L'image à travers la fente, ce n'est pas juste le truc central qui serait ce à quoi on s'attend, il y a des choses sur le côté. Phénomène de diffraction, et qui en plus peut dépendre de la longueur d'onde. Si c'est un trou, ça fait une image comme ça. Si c'est une fente, ça fait une image comme en haut.
Et puis si c'est plein de fentes côte à côte et que c'est plein de lumière, eh bien, ça fait ça s'appelle un arc-en-ciel, on appelle ça un réseau de diffraction, et ça permet de faire ce que faisait Newton avec un prisme, avec un autre instrument, qui est beaucoup plus efficace maintenant, moderne, plus pratique. Là, c'est le grand réseau de diffraction d'un télescope de 2 mètres, il le montrait, comme ça, je trouvais cette image était magnifique, qui permet finalement de disperser les couleurs de la source primaire qui éclaire le prisme, ou le réseau. Alors des réseaux, il y en a plein dans la vie de tous les jours, hein. Il y a les surfaces de compact disques et plein de petits trous à très petite taille, et donc ça fait ces impressions colorées. Et ce papillon, le Morpho Menelaus, le bleu, c'est pas du bleu. Voilà. C'est pas de la couleur. Il n'est pas peint en bleu. Il résulte de, voici l'œil du Morpho, voici avec un microscope optique, on voit des écailles transparentes qui couvrent des écailles de fond. Il y a 2 sortes d'écailles, des qui sont transparentes et des écailles de fond. Les écailles de fond, on oubliera celle de droite, la 3e image, là c'est, les écailles de fond, elles sont striées très finement et elles font comme un réseau de diffraction. Et le résultat final, c'est qu'on ne voit que le bleu de la lumière qui éclaire le Morpho. Si vous éclairez le Morpho en lumière monochromatique, que rouge, vous n'allez pas avoir la même tête que le Morpho éclairé en lumière du soleil. Ça, c'est des lumières, des couleurs qu'on appelle structurelles, parce que c'est la structure même de l'objet qui donne la couleur que l'on voit avoir à la fin par un principe physique qui est d'interférence, de diffraction et d'interférence. Nul doute que Pierre nous parlera de nacre et d'opale et sans doute bien d'autres choses où on voit des couleurs extraordinaires dans des minéraux qui ne sont pas dus à la molécule, aux atomes qu'ils contiennent. Et puis là, regardez ça, c'est magnifique, vous pouvez le faire chez vous, ça, hein, avec un film de savon. Il faut le laisser couler, le laisser s'affiner lentement, et on voit apparaître, quand on l'éclaire en lumière, toutes ces couleurs interférentielles qui résultent de l'interférence de la lumière à travers la fine couche de savon qui se manifeste quand on tend le film sur ce petit environnement. Et regardez, les couleurs, ça change en fonction de l'endroit où l'on est. Et ça change pourquoi ? Eh bien, pour une raison simple, c'est que ça dépend de l'épaisseur. Alors voilà, sur ce film-là, je ne vous fais pas le détail, mais sur ce film-là, le film là-haut qui a l'air un peu blanchâtre, son épaisseur c'est 100 nanomètres, 100 milliardièmes de mètre. Et puis plus on va vers le bas, plus le film est épais. C'est normal, le film de savon, il va couler, il va s'épaissir en bas et s'affiner en haut. Et à la fin, vous pourriez même voir, on ne voit pas cette image, mais regardez attentivement sur une bulle de savon, enfin sur un film de savon, là-haut on va voir une zone noire, et pourtant la bulle est là, donc il y a de la matière, mais c'est noir. C'est un film noir qui fait typiquement 50 milliardièmes de mètre d'épaisseur. C'est la chose la plus fine qu'on peut voir et qui n'a pas de couleur. Noir. Voilà un papillon aussi qui a des couleurs interférentielles. Et voilà aussi des gouttes de gras dans l'eau prises sous un microscope. Pas mal. C'est pas l'IA qui a fait ça. C'est la physique. Pas mal la physique. Je vais m'arrêter là pour ne pas désespérer l'organisation. En vous conseillant ces 3 livres-là, ces 2 livres-là, notamment de Bernard Valeur, dont j'emprunte quelques images et qui sont extraordinaires, et puis ce Traité des couleurs qui a été publié aux presses polytechniques et universitaires de Suisse romande, très beau livre aussi, très beau livre, un peu cher, mais très beau livre, sur les couleurs, le Traité des couleurs en physique. Merci beaucoup de votre attention.